Et ce sont principalement effectivement ces témoignages d'habitants qui permettent aussi d'éclairer ce qu'il s'est passé. Certains de ces habitants ont été suspectés d'être des espions ukrainiens. C'est en tout cas le cas de Mikhailo Shinde, 67 ans, qu'on voit sur ces images. C'est lui, dans ce reportage AFP, il raconte avoir été battu pendant 12 jours, détenu dans une petite cellule d'un sous-sol où il était parfois avec 8 personnes. On lui a mis tout d'abord un sac sur la tête et puis on l'a emmené. Et puis quand il a pu regarder autour de lui, eh bien, il a reconnu l'endroit. C'était le poste de police d'Izium. C'est là qu'il emmène les journalistes, qu'il montre sa cellule. Il la reconnaît. Il raconte avoir été frappé presque tous les jours pendant 2 heures. Écoutez. J'étais dans cette cellule. Les fenêtres étaient recouvertes de tissu. Ça vient de ma veste. C'est un morceau de ma veste. Le bol jaune aussi était à moi. Il me frappait le bras à l'étage, avec une barre de métal. Il y avait une pièce spéciale. Il y avait des coups partout. Même dans la cellule voisine de la nôtre, dans notre cellule. La femme de ce côté criait très fort. Et Sylvia, au cours de cet interrogatoire, ses bourreaux lui demandent quoi? Lui demande des informations sur sa famille, son frère qui est parti au combat aux côtés des forces ukrainiennes. Il est en fait soupçonné d'avoir fourni les coordonnées d'une école qui a été bombardée à côté de sa maison, une école dans laquelle des militaires russes étaient installés. Ce retraité a été libéré à la hâte vers le 8 septembre alors que les Ukrainiens se rapprochaient. Ses papiers sont encore sur place au poste de police d'Izium avec plus d'une centaine de passeports qui ont été retrouvés. Lui, il est parti à l'hôpital où il a été opéré au bras et à la jambe, mais certains de ses voisins n'auront pas eu la chance de sortir de ce poste de police. Selon lui, selon le chef de la police nationale ukrainienne, ce sont plus de 10 chambres de torture qui ont été retrouvées dans cette région du nord-est de Kharkiv. Et c'est ce genre de témoignage qui va être enregistré par les enquêteurs arrivés dimanche soir sur place, épaulés également par des équipes internationales, des équipes qui vont aussi relever les empreintes digitales et préserver toutes les pièces utiles. Merci beaucoup, Sylvia Amikon. Intriguant, tous ces papiers, documents. On a une idée de ce que c'est ou pas? Ça doit être des papiers. C'est des passeports, on les voit sur les images. On voit des passeports d'une fillette de 7 ans même qui est partie. Il y en a des dizaines et des dizaines. Plus d'une centaine. Plus d'une centaine de passeports. Et pourquoi les Russes les récupéraient? On sait où? Quand on détient une personne, toujours on enlève le passeport. Si cette personne avait le passeport, je suis d'accord qu'il faut faire une enquête. Même à Boutcha, une partie des tombes, c'était des tombes des gens qui sont morts de la mort naturelle. Mais la plupart ont été torturés. Et il paraît que ici, ça sera le même phénomène. Une partie sont morts pendant les bombardements, une petite partie peut-être de la mort naturelle. Et il y a des corps avec des signes de torture. Et il y a une photo emblématique d'un corps sur le poignet duquel il y a un bracelet bleu et jaune et qui a été torturé. Donc visiblement pour leurs idées, ces gens-là ont été détenus et torturés. Oui, il faut faire disparaître les preuves des gens qui ont été torturés, qui sont morts, vous avez raison, mais il y a aussi tout un trafic de papier, il faut savoir pourquoi, parce qu'on n'insiste pas suffisamment sur les déportations, notamment sur les déportations des enfants. Il y a des camps de filtration, et donc il faut faire disparaître la filiation entre les enfants et les parents pour déporter de force les enfants vers la Russie. Il y a ça aussi. Donc faire disparaître tous les papiers d'identité, c'est une façon de faire disparaître les preuves, non pas uniquement des personnes qui sont décédées, mais parce qu'on sait qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont déportés, et ça, ce sont aussi des crimes contre l'humanité. Il faut faire donc disparaître toute trace d'identité. On a une photo à vous montrer, colonel Père de Jong. Si vous êtes encore avec nous, vous allez pouvoir nous aider. Il s'agit de l'image d'un char. Un char soviétique, certainement l'un des derniers modèles. On en a très peu vu sur le théâtre des opérations. Il a une housse. Il a bien évidemment été capturé par l'armée ukrainienne. Est-ce que vous pouvez décrypter ces images que nous avons reçues il y a quelques heures?
La première chose d'abord, c'est que l'armée russe est une armée de ferraille, hein, puisqu'ils ont une quantité impressionnante de blindés, qui date même des années 60, et donc c'est une armée qui est pléthorique en termes de matériel. Ça, c'est la première chose. Donc en fait, de la ferraille, il y en aura partout, et je pense que les Ukrainiens vont pouvoir se rééquiper complètement. Deuxième chose, c'est que l'usage dans les armées russes, c'est toujours d'utiliser d'abord des jeunes recrues, et du matériel ancien. Ce qui veut dire que dans les premiers jours de la guerre, si vous voulez, c'était des matériels qui dataient donc ce qu'on appelle le T-62, éventuellement T-72, qui sont des engins qui datent des années 60 et des années 70, qui ont été utilisés. Il y a eu énormément de pertes dans ce domaine-là. Il y a eu des colonnes entières de blindés qui ont été détruites. Et en fait, maintenant, on voit apparaître des engins qui avaient été présentés dans les salons d'armement, comme le T-14, etc. Toute une série d'engins, comme celui-là d'ailleurs, qui est beaucoup plus performant, dans lequel vous avez comment dire, des systèmes de stabilisation des tourelles. Vous avez un canon, je dirais, de 14,5 ou de 20 mm. Donc vous avez un armement qui est beaucoup plus sophistiqué. Et bien évidemment, je veux dire que les Russes s'en sont servis, et bien sûr, ils sont tombés sur des mines et ils ont eu des problèmes. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les Ukrainiens vont récupérer progressivement une partie de ce matériel extrêmement performant. Parce que les Russes, n'oublions pas, c'est pas seulement une armée de ferraille, comme je le disais au premier échelon, mais derrière, vous avez une industrie, et c'est une armée qui est pléthorique. Il faut savoir que la Russie, c'est la deuxième puissance militaire au monde, alors en termes de volume, en termes de poids quelque part, mais quand même ils ont des armements extrêmement performants. Le problème numéro 2, c'est que vous savez, c'est que nous on sait dans l'armée, c'est que lorsque quelqu'un a un fusil, si c'est un imbécile qui tire avec, ça va jamais marcher globalement. En fait, la qualité d'une armée, c'est la valeur de ses soldats, c'est pas la valeur de la ferraille. Et ça, les Russes l'ont oublié, alors que les Ukrainiens, on voit bien, sur les reportages, on les voit disciplinés, on les voit en tenue, on les voit bien équipés, et on sent que c'est une armée qui est bien préparée, en tout cas, qui est beaucoup plus structurée et organisée que l'armée russe. Donc encore une fois, je pense que les Russes vont se faire prendre tous leurs engins les uns après les autres, et ils vont finir par partir en direction de leurs frontières tranquillement. Pourquoi mettre une bâche sur les engins blindés? Simplement pour éviter le reflet de la peinture métallisée vert armé qui est dessus, donc pour éviter le reflet, et comme ça ils sont indétectables, soit par une observation directe à terre, soit par une observation aérienne. On voit bien que les Russes étaient dans une situation extrêmement défensive, parce que quand vous êtes en offensive, vous n'avez pas peur d'être vus par des avions ennemis. Et là, on voit bien que les Russes s'inquiètent, si vous voulez, d'être observés. Et encore une fois, le fait qu'ils se protègent et qu'ils mettent des bâches autour des engins démontre qu'ils se craignaient énormément d'être observés à terre ou bien par des avions ou par des hélicoptères, même ukrainiens.